Tout de suite, le JT. Après la pluie vient le beau temps, a-t-on coutume de dire. Et c'est donc ce beau temps que savoure l'Indiaminois ce matin. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous accueillir chez vous sous ce beau temps pour suivre donc le journal midi de la chaîne citoyenne. Nous ouvrons ce journal par les infos de nos provinces. À Doba, chef-lieu de la province du Logone-Oriental, les conseillers provinciaux et les membres du comité d'action sur la planification, la budgétisation et la gestion participative sont en atelier de formation. C'est donc du 14 au 17 juillet prochain et ce, dans le souci d'améliorer la capacité de ces participants à suivre et encadrer la gestion des ressources communautaires et d'atteinte d'autres objectifs. Une formation organisée par l'Association tchadienne pour la promotion des libertés fondamentales APLFT à travers le projet Nexus avec le financement de l'Agence française de développement AFD et l'Union européenne. On en sait plus avec notre correspondante sur place à Doba, Ouattara Fierté. Dans le cadre du projet Nexus, le projet d'amélioration des conditions de vie et de la résilience des populations autochtones, réfugiées et retournées au sud du Tchad, financé par l'Agence française de développement et l'Union européenne à hauteur de 20 millions d'euros, cette formation des comités provinciaux d'action et des conseillers provinciaux vise à doter les participants des outils nécessaires pour une meilleure implication dans le processus d'élaboration et de mise en œuvre et révision du plan de développement local. Ceci en vue de contribuer à un développement harmonieux de la province et de booster son économie, indique le délégué de l'APLFT, Jonah Victor. La province du Logone oriental, comme toutes les autres provinces, aspire aussi au changement sur tous les plans en matière de développement. C'est la raison pour laquelle l'Association pour la promotion des libertés fondamentales au Tchad, l'APLFT, a vu la nécessité d'outiller les acteurs clés de la province que vous êtes sur la planification, la budgétisation et la gestion participative pour un développement harmonieux de la province et partant booster son économie. C'est l'occasion pour le secrétaire général provincial d'exprimer ses satisfactions aux organisateurs et financiers pour l'effort consenti en faveur de la province du Logone oriental. Notre province du Logone oriental, tout comme plusieurs autres provinces du Tchad, fait face à des défis majeurs en matière de développement. Ces défis nécessitent des réponses appropriées, fondées sur une approche participative et inclusive. C'est dans ce contexte que l'atelier que nous ouvrons aujourd'hui revêt une importance particulière. Durant 4 jours, les participants seront renforcés en compétences en matière de planification, formés sur les techniques d'élaboration et de gestion budgétaire, fournir les outils adaptés pour le suivi et la mise en œuvre du plan de développement provincial et du plan de développement local et améliorer leur capacité à suivre et encadrer la gestion des ressources communautaires. La qualité de ces images est donc excusée. Sinon, grand merci à Fierté Ouattara qui, par la même occasion, a donc interrogé le chef du projet Nexus pour le compte de l'APLFT, Mounbaï Ngodro, qui situe ici l'objectif de ces assises. L'objectif de cette formation est de renforcer les capacités des acteurs locaux, que sont les membres des comités provinciaux d'action et également les conseillers provinciaux, afin de les rendre plus autonomes dans la gestion locale et dans l'élaboration des plans de développement locaux. Les participants qui sont directement impliqués dans les décisions locales ont une connaissance concrète des défis de leur territoire. Ils pourront mettre en pratique les acquis de la formation de manière très concrète. Par exemple, en apprenant à planifier de manière participative, ils pourront mieux intégrer les besoins réels des populations et non simplement suivre les directives extérieures. Le processus de décentralisation étant récent, ces formations leur fourniront les clés nécessaires pour coordonner efficacement avec les différents acteurs du développement local. À l'issue de cette formation, les participants seront capables
de participer de manière efficace dans le processus d'élaboration, de révision et de mise en œuvre des PDR. Et aussi, les participants seront outillés pour mieux assurer la gestion participative des infrastructures, des ouvrages déjà réalisés ou qui seront réalisés par les partenaires et qui seront rétrocédés aux communautés pour que ces infrastructures soient plus utiles à toute la communauté et non parce que par expérience, nous nous sommes rendus compte qu'après la fin du projet, ces ouvrages, ces infrastructures-là sont gérés par un point de personnes qui utilisent pour des intérêts privés tout ce que ces ressources génèrent comme ressources. De Doba, retour ici à N'Djamena pour la suite du journal. Et puis en société, les effets des bruits excessifs aux environs des établissements scolaires font plus de mal que du bien. L'on peut noter donc l'impact non seulement sur la santé et le bien-être des élèves et du personnel, mais aussi et surtout, il peut entraîner des problèmes d'audition, des difficultés de concentration et d'apprentissage, ou plus loin, des troubles du sommeil et du comportement pour les ménages tout autour. Raïssa Élysée s'est donc intéressée sur le sujet. Elle nous en parle. Les effets auditifs tels que la surdité et les bourdonnements sont des troubles rares mais payants. Le bruit joue également un rôle sur les attitudes et le comportement social tout en ayant des conséquences sur le sommeil, le système cardiovasculaire, le système immunitaire, les apprentissages et la santé mentale. Les effets liés aux multiples expositions au bruit, notamment les expositions cumulées à plusieurs sources sonores et les co-expositions au bruit ainsi qu'à d'autres polluants ou nuisances demeurent mal connus. Une exposition prolongée à des niveaux de bruit élevés peut endommager les cellules ciliées et de l'oreille interne, conduisant ainsi à une perte auditive progressive et irréversible. Certaines populations présentent une vulnérabilité particulière à l'exposition au bruit, notamment les enfants exposés à des bruits de voisinage. La notion de bruit de voisinage dépasse la signification courte souvent liée au bruit produit par les voisins. Elle englobe également les bruits liés au comportement, ceux provenant des activités professionnelles non classées pour la protection de l'environnement, les activités de loisirs dont le fonctionnement normal est peu bruyant ainsi que les bruits émis par les chantiers. Les bruits est un phénomène acoustique qui produit une sensation auditive considérée comme désagréable ou gênante. L'excès de bruit affecte non seulement les organes de l'audition d'un point de vue psychologique, mais peut également perturber l'organisme dans son ensemble, notamment en ce qui concerne le sommeil et le comportement psychologique. Les nuisances sonores peuvent émaner de trois sources principales: les transports, le voisinage et les activités professionnelles. Cette page présente la réglementation en vigueur concernant ces problématiques. Dans le milieu scolaire où l'apprentissage est essentiel, les travailleurs peuvent être exposés simultanément à différents types de nuisances ou substances, tout comme les personnes âgées et celles touchées par une déficience auditive, qu'elle soit pareille ou non. Eh bien, pendant que Raïssa Élysée s'inquiète sur les effets de bruit excessif aux environs des établissements scolaires, Mila Momtolum Dumde, elle, s'interroge plutôt sur les risques que courent les jeunes filles commerçantes. En effet, nombreuses sont ces jeunes filles qui sillonnent les coins et ruelles, sinon les coins et recoins de la capitale à la recherche du pain quotidien. Ces dernières bravent de divers dangers pour être à la hauteur de leur autonomisation et celle de leurs parents. Mais cette situation plonge ces dernières, sinon ces jeunes filles, dans un désarroi sans pareil. Mais la Momtolum Dumde Sidouane nous en parle. Plateau ou bassine sur la tête, articles sous les bras, les jeunes filles parcourent des kilomètres à travers les marchés et quartiers de la capitale à la recherche de bonheur. Elles exercent des activités commerciales génératrices de revenus leur permettant de subvenir à leurs besoins quotidiens. Cependant, il est évident que ces activités n'ont pas d'impact positif sur la vie de ces jeunes filles. Elles sont exposées à de nombreux risques, notamment l'escroquerie, le vol, le harcèlement sexuel et les accidents de la voie publique, entre autres.
Ces actes constituent une violation des droits humains et freinent l'autonomisation et l'épanouissement des jeunes filles. Il est donc important de multiplier les actions de sensibilisation afin de fournir les informations nécessaires à la protection et à la dignité des jeunes filles. L'État, en tant que garant de la protection des personnes et des biens, doit prendre des mesures qui s'imposent pour permettre à ces dernières d'exercer les activités en toute quiétude. Il est crucial de mettre en place des précautions nécessaires pour éviter que ces jeunes filles ne tombent entre les mains de ces prédateurs. Les jeunes filles issues de familles défavorisées ne sont pas vouées à l'échec. Il est essentiel de reconnaître les défis auxquels elles sont confrontées et de mettre en œuvre des actions de prévention et de soutien pour assurer leur développement sain et épanoui. Et puis en santé, la douleur de l'organisme humain désigne la sensation ou la réalité d'un corps pesant, difficile à mouvoir ou encore encombrant, aussi bien sur le plan physique que psychologique. Qu'est-ce qui peut bien expliquer cette lourdeur soudaine? Dr Foksuna Sakadi, neurophysiologiste clinique, explique donc les causes profondes de cette lourdeur dans l'organisme tout en proposant des pistes de solutions. Il est interrogé par Roséline Ndikoba. Avant, je me rappelle pas plus tard qu'il y a peut-être 20 ans, 30 ans ou encore il y a 10 ans, et c'est difficile, nos parents, peut-être ils sont à vélo, ils marchaient beaucoup, ils aimaient se déplacer, aller visiter celui-ci. En tout cas, il y avait une activité constante, un déplacement constant qui est perdu aujourd'hui par les nouveautés. Ça peut être tout ce qui est les médias sociaux, et TikTok, Facebook, vous êtes là sur votre Facebook, vous êtes sédentaire, et vous inactif et sédentaire, et l'alimentation qui devient de temps en temps des aliments transformés avec des OGM. Donc l'alimentation, on est passé du naturel à ce qui est un peu chimique, et du coup tout cela est responsable de maladies chroniques, dont les accidents vasculaires cérébraux qui sont assez fréquents actuellement, et les autres pathologies chroniques, le diabète ou encore l'hypertension artérielle, etc. Et ça peut être aussi une paralysie des membres, ce qui peut être lié à une atteinte au niveau de la moelle épinière, c'est-à-dire soit sur le dos ou soit sur le cou. Donc c'est sur le cou, c'est avec les membres supérieurs. Ou ça peut être une atteinte au niveau du cerveau. Par exemple, la partie frontale sur le front. Quand on a une atteinte au niveau du front, on peut aussi avoir une lourdeur de membres. Donc quand on parle de lourdeur de membres, c'est beaucoup de pathologies à la fois. C'est important. Normalement, on ne doit pas avoir une lourdeur de membres. Si on a une lourdeur de membres, il faudra consulter pour être clair sur la situation. Eh bien, de la santé humaine à la santé animale, l'élevage des animaux domestiques nous intéresse et ceci s'observe dans presque toutes les familles aujourd'hui. Cependant, une question qui n'est pas souvent posée par chaque famille est donc, est-ce que ces animaux n'ont-ils pas certaines maladies pouvant contaminer les humains? Sont-ils vaccinés ou non? Ce sujet a donc inspiré la rédaction et Vunba s'est donc intéressé son reportage. Alors ces animaux, ils présentent net et bien des maladies qui peuvent en fait être transmissibles à l'homme. Nous avons en fait la tuberculose. La tuberculose qui est une maladie en fait bactérienne. Et nous avons la rage. La rage qui est vraiment une maladie aussi redoutable. Nous avons aussi la teigne. La teigne ici qui est une maladie parasitaire externe. Donc c'est non seulement la teigne, nous avons bien d'autres maladies qui sont là, mais on ne peut pas tout citer. Ils sont là, ils sont variables. Pour l'éviter, c'est très simple. Il faut juste vacciner ces animaux. En quoi faisant, on parasite les animaux, puis on les vaccine. Normalement, des parasitages externes comme internes. Je parle externe pour dire qu'il faut éliminer tout ce qui est comme poux, champignons, tiques. Et quand je parle d'interne, il va falloir à ce qu'on élimine aussi les vers intestinaux.
Et puis en culture, en Afrique et plus particulièrement au Tchad, la danse trouve ses racines dans des pratiques communautaires très souvent liées à des rituels et des célébrations. Ces différentes ethnies qui peuplent le Tchad ont donc développé des différents styles de danse qui leur sont propres. Cependant, la valeur culturelle de chaque danse n'est pas mise en exergue. C'est ce que constate Yaki Lydia dans ce reportage. Autrefois considérée comme une identité d'une ethnie ou d'une communauté, la danse traditionnelle ne sert pas uniquement d'expression artistique, mais elle joue également un rôle crucial dans le renforcement de l'identité culturelle. Lors des cérémonies telles que les baptêmes, les mariages et les funérailles, les danses traditionnelles sont autant des occasions où elles jouent un rôle non négligeable dans la société africaine. Ces danses des différentes catégories renforcent non seulement les liens familiaux, mais elles permettent aussi de maintenir un sentiment d'identité culturelle fort. Dans toutes les sociétés africaines, il existe une danse et celle-ci varie d'une ethnie à une autre. Le rythme résonne selon les circonstances de joie ou de malheur. La danse est un outil de communication, du vivre ensemble et de la cohabitation pacifique. La danse est un outil de communication, du vivre ensemble, de la cohabitation pacifique et surtout de la paix. Elle énonce la tradition, la coutume et les us de chaque culture africaine. Comme le sport, la danse unit le peuple, une communauté et renforce la cohésion sociale. La danse a toujours accompagné les Africains dans les moments de joie, de tristesse, de bonheur, de malheur. La danse était toujours présente. Elle permet à l'homme noir de pouvoir ressortir plus facilement ses émotions à travers des mouvements de corps. Aucune société africaine qui n'a pas de danse. Toutes les sociétés ont des danses. Mais là, il exprime à différentes manières, avec des moyens différents, avec des expressions pas seulement corporelles. Il y en a où ça accompagne avec des chants, avec des rythmes qui indiquent chaque danse. Prenons la danse comme étant quelque chose qui unit un peuple. Parce que quand vous retrouvez dans une place publique en Afrique, que les gens se mettent à danser, on ne reconnaît pas qui est qui. Donc ça réunit d'abord la communauté concernée par cette danse directe et également ceux qui sont autour s'intéressent à la chose. Donc ça veut dire que la danse est un outil de vivre ensemble et de la cohabitation ensemble. La danse traditionnelle, bien plus qu'un simple art de communication, est un vecteur de culture, d'identité et de communion. Il est donc plus nécessaire de valoriser nos différentes danses, qui sont des outils spécifiques de transmission de messages dans nos cultures respectives. Voilà, et c'est donc tout pour le 13h de ce 16 juillet 2025. Merci à vous de l'avoir suivi.